Soir, environ 20% de participation aux élections législatives d'hier. Coup de tonnerre dans un ciel serein, comme on dit. Coup de tonnerre parce que le pouvoir, malgré son assurance, son arrogance et l'ivresse des sommets qui le distinguent désormais, était à 1 million de kilomètres de se douter d'une telle bérésina. Méditez un peu sur ce titre du journal L'Expression, juste avant le scrutin. Écoutez, c'est le titre, je cite. « Plus de 24 millions d'électeurs choisiront aujourd'hui leur représenté à l'Assemblée populaire nationale. L'heure de vérité. » Fin de citation. Et en vérité, comme il a dit lui, ce sont moins de 5 millions d'électeurs qui ont voté. Juste 5 millions. Fraude et bourrage y compris. Le taux le plus faible depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, depuis qu'il avait été désigné à ses charges, devrais-je dire. En voici les chiffres. Présidentielle 2019, 39,86%, moins de 40%, avec une très forte fraude constatée par tout le monde alors. Présidentielle 2024, 46,10% de participation avec une fraude tonitruante. Législative 2021, 23%. Législative, celle-ci, 20,79%. Et j'ai oublié le chiffre du référendum de M. Tebboune sur la Constitution, qui est encore beaucoup plus catastrophique. J'espère qu'on va me le donner à l'oreillette. Et ciel serein pendant ce coup de tonnerre, parce que pour les Algériens, ce boycott était quelque chose de tout à fait banal. Dans les tablettes de tout le monde le savait, avant même les services de sécurité du régime qui ne savaient pas qu'il y allait y avoir un tel boycott. Et j'en veux pour preuve que dans ces émissions, nous en avons parlé à chaque fois. Nous avons prédit ce boycott et nous avons même dit qu'il serait peut-être le boycott le plus historique, le plus massif depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir, et ces émissions sont consultables sur le net. Pour le chiffre du référendum sur la Constitution de M. Tebboune, c'était 23,14%. Autrement dit, pour abréger, le retour du Hirak est d'ores et déjà annoncé, peut-être même à corps et à cri. Législative algérienne, la bonne surprise des Algériens pour un pouvoir usurpé. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Mohamed Bakir, analyste politique, militant pour la démocratie. Mohamed Bakir, merci d'être des nôtres. Merci pour l'invitation, Jamal. Merci. Lies Jbaili, économiste, militant politique, animateur sur Alterna TV. Lies, merci d'être des nôtres. Merci pour votre invitation. Merci, cher Jamaluddin. Et je salue mon ami Mohamed. Merci. Depuis Bruxelles, Maître Salah Dabbouz, avocat et défenseur des droits de l'homme, anciennement président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Salah Dabbouz, merci d'être des nôtres, cher ami.
Bonsoir Sylvain, bonsoir c'est Mohamed et bonsoir CBS. Bonsoir aussi aux téléspectateurs, merci pour l'invitation et marhaba bikum. Merci. Il y a un petit écho que je signale à la régie, peut-être qu'il pourrait y remédier. Alors, mes chers amis, à peu près 20%, hein, 20%. Et je rappelle, et je vais vous laisser la parole, je rappelle que la fameuse conférence de presse qui était annoncée aujourd'hui pour 15 heures n'a toujours pas pu avoir lieu, probablement pour de gros problèmes au sein du système. Est-ce pour trouver le temps de relever un peu le taux? Est-ce parce qu'ils ne s'entendent pas entre eux? Est-ce que ce boycott massif et historique aurait fait tomber des quilles? Je vous laisse le soin d'en parler, Mohamed Bakir. Quelles sont vos impressions, vos sentiments, votre sentiment sur ce qui vient de se passer? Il n'y a rien de nouveau sous le ciel d'Algérie. Ça confirme le divorce qu'il y a dans le trouble des couples et on dit trouble quand il y a trois partenaires. Oui. Donc dans le trouble algérien, le divorce est consommé, définitivement consommé, entre le pouvoir d'un côté, la classe politique de l'autre et le peuple algérien d'un autre côté. Donc ça confirme ce qu'on savait déjà, ce qu'on avait constaté. Quand vous dites classe politique, à qui faites-vous allusion? Toute la classe politique. Laquelle? Est-ce que vous y comprenez les partis politiques, par exemple? Oui, bien sûr. Ils font partie de la classe politique et les gens qui ont une parole publique. Ce qui veut dire que tous les gens qui, à un titre ou un autre, ont essayé d'appeler les Algériens à aller aux élections. Il y avait un choix à faire. Il y avait un choix à faire avant cette date. Le choix, c'était soit de se positionner sur une position qui dit que ce ne sont pas des élections, ce Mkhdouma d'avance. Les jeux sont faits d'avance. Donc, il n'y a pas lieu de se casser la tête et de rester sur une logique de rupture. Il pouvait y avoir une participation de rupture aussi. Hein. Il pouvait y avoir aussi une participation de rupture. Les deux ne se sont pas faites. Il y a eu des candidats, y compris qui pourraient être comptabilisés sur le compte du Hirak ou sur le compte d'une opposition réellement démocratique. Mais force est de constater que ça n'a pas drainé, ça n'a pas mobilisé. Ce qui veut dire qu'il faut prendre acte que d'abord le pouvoir est déterminé dans sa démarche qui est celle du passage en force continu, perpétuel, etc. Et on reviendra sur... Oui. Notamment sur le fait que ce pouvoir, ou une partie de ce pouvoir, semblait avoir entrepris de scier la branche sur laquelle le pouvoir se trouvait, notamment par l'usage de l'article 200, de cette sélection en amont des candidats. Donc, d'un côté, il y a le pouvoir qui se maintient dans le passage en force. Le peuple est droit dans ses bottes dans Itnehaouga. Vous pensez que c'est un boycott ou que c'est une abstention massive? Non, le mot ne correspond pas. Abdelkrim Zghilch a développé son point de vue sur votre antenne en disant que les mots n'ont pas... Il y a une difficulté à donner du sens aux mots. Les mots n'arrivent pas à recouvrir notre réalité. Non, c'est que chacun est dans son domaine. Il y a une séparation totale. Le peuple est dans sa logique. Le plus juste serait de dire qu'il n'était pas intéressé, que les Algériens ne sont pas intéressés. C'est de l'abstentionnisme, tout simplement. Non, les gens ne sont pas intéressés. Ils ne se sentent pas concernés. Ils ne se sentent pas du tout concernés par ces élections. Sinon, il y aura eu... On a vu les quelques images de réunions publiques, etc. Aucune réunion publique, aucun candidat n'a montré la salle. Oui, effectivement. On voyait les intervenants, mais à qui ils parlaient? Ils parlaient à personne ou alors à des gens qui étaient achetés. Nous avons des informations sur ça. À des gens qui se sont érigés en boîte de communication, qui vous vendent des présents du public. Du public. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un divorce, c'est-à-dire qu'il y a un divorce dans ce trouble-là. Le pouvoir est dans sa logique. Le trouble, hein, c'est... Oui. La classe politique, elle a montré sa totale inanité, sa totale disqualification.
elle n'est pas capable, on reviendra tout à l'heure, Oui, bien sûr. le pouvoir n'est pas capable de présenter une offre politique, et ça, il faut l'acter, Oui. parce que sinon, il n'y a aucun pouvoir qui va se mettre dans une situation telle que celle qui se présente là, de dire que 4 Algériens sur 5 Non, pas voté. n'ont pas voté. C'est- Et avec la précision que vous avez faite, qui est importante, c'est que celui qui a voté, en grande partie, marchouche. Oui, Ce qui veut dire que ce n'est Oui. pas un qui a voté, Oui, c'est oui. une fraction de ce un qui a voté. absolument. C'est une Absolument. façon de La fraude est certainement dans Et- la problématique. À mon avis, ça, c'est des choses à interroger. Qu'est-ce qui empêche le pouvoir de fabriquer des résultats comme il en a l'habitude? Ben, nous allons en parler. Lies, un premier tour de micro avant d'arriver au débat. proprement. Rapidement, moi je suis pas un gramsciste, je suis pas dans la vision d'Antonio Gramsci parce que j'ai une idéologie différente que la sienne, mais j'ai toujours respecté ce grand homme et je le suis et je le lis. La citation d'Antonio Gramsci, l'ancien monde se meurt, le nouveau tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Oui. Je prends cette citation, j'essaie de la remanier avec ma petite cuisine dans la mesure du possible, c'est-à-dire, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres, les dictateurs, les corrompus, les escrocs, les menteurs, les manipulateurs. Voilà ce qu'on nous assistons à une scène politique, à une crise politique je veux dire, inédite, du jamais vu dans l'histoire de notre pays. On essaie de fabriquer des mensonges, le peuple algérien ou l'Algérie, elle vit dans les douleurs d'enfantement d'un nouvel ordre politique, à la fois dictatorial, parce qu'on le sait, autoritaire, maintenant manipulateur, corrompu, ainsi de suite. Voilà. On essaie de faire de ces élections le devenir, la vitrine de notre pays. C'est faux, c'est archi faux. J'ai toujours dit que le devenir de notre pays ne doit pas passer impérativement par les élections. Les élections n'ont jamais résolu le problème de notre pays. Voilà. Maintenant, en tant que citoyen, j'étais parmi celles et ceux, j'ai toujours donné, ou appuyé celles et ceux qui voulaient aller au sein du Parlement, qui font partie de cette opposition, pas pour la conquête du pouvoir, mais juste pour marquer son acte de résilience, de résistance au sein de cette institution qui n'a de nom que institution finalement, que de Parlement, parce que tout est dicté ça vient d'en haut, par les décideurs. Donc la cuisine, elle est faite dans les antichambres de la police politique, les services secrets. Nous avons assisté à 80% de boycott ou d'abstentionnisme. Arrêtons de trouver les qualificatifs ou les adjectifs et les coller. Il y a un rejet massif de la population algérienne, du peuple algérien, en tout cas de la société civile algérienne. Je pense, c'est une gifle cinglante. Je pense que les décideurs, Sonna al-Qara, ils doivent comprendre que finalement, ce peuple que voulait abrutir, le rendre inerte ou abrutir, ou de lui faire passer des images du grand soir, il a compris l'équation, et l'équation, elle a été comprise que ces élections est un non-événement pour le peuple algérien, peu importe, voilà. Mais je précise juste, Lies, que effectivement, si les élections n'ont jamais réglé nos problèmes, Ah non, du tout. c'est parce que ce ne sont pas des élections. Absolument. Dans le sens élection. Oui, tout à fait. Salah Debbouz, sur un premier tour de micro, donc sur votre sentiment général sur ce qui vient de se passer. Vous savez, écoutez, moi, je ne suis pas étonné. Moi, je connais ce système. Où j'étais en Algérie, je le voyais, je le vivais et je le disais, je continue à le dire maintenant. Le système est en panne. Nous avons une machine en panne. C'est-à-dire, vous avez une réalité sociopolitique qui est tribale et nous avons une façade qui est tout sauf ce qui est réel. Vous avez un peuple organisé sous forme de tribus, un pouvoir tribal. Rappelez-vous, quand c'était le BTS, Batna, Tbissa et Soukharas, après c'était le TNT, Tiaret, Nodroma, Tlemcen, et maintenant je ne sais plus quoi.
c'est des tribus. Donc, quand une tribu arrive au pouvoir, elle s'accapare du pouvoir, elle lui donne. C'est comme si vous habillez quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire et vous lui donnez un costume et une cravate et vous lui apprenez des formules qu'il ne comprend pas, vous lui dites tu prononces ça. Donc, ça, c'est parce que c'était mal démarré. Quand j'ai passé une grande partie de ma vie à Tiaret. Les vieux et les vieilles de Tiaret disent que c'est un exemple, c'est un adage qu'ils donnent. Et je vais le dire en arabe, après peut-être qu'on va le traduire. يقولوا باللي كي ركب واحد فوق العود وطاح قالوا لي ما هو طاح قالت لهم الركبه كانت مايله. Donc, c'est la même chose. Ouais. Un cavalier qui monte mal sur son cheval et puis qui tombe juste après qu'il ait pris On le pourrait départ, traduire et quand il par ramène, c'était mal quand parti. il- Ah, c'était mal parti au départ. Voilà, En substance. voilà, c'était mal. Voilà, c'était mal parti. Et nous, on est mal parti, pas en 62, même en 48. C'est-à-dire le 49, 48, 49, la crise berbère, c'était un coup dur pour la société algérienne et qui et donc, ça continue. Je pense que ça ne peut jamais marcher avec les systèmes autoritaires imposés. Mais d'après Ah, vous, ah, Salah Debbouz, c'était un boycott ou un abstentionnisme massif? C'est un désintérêt. C'est-à-dire les gens sont désintéressés. Ça leur dit rien du tout d'aller choisir quelqu'un qui après, quand il va au Parlement, il va insulter le peuple. Vous savez, moi, je connais des députés qui, quand ils sont arrivés au Parlement, c'était de représentants du gouvernement chez le peuple. Ils viennent quand ça leur arrive de descendre à la base pour expliquer au peuple comment il faut ce qu'il faut faire pour ne pas gêner le pouvoir, ce qu'il faut faire باش تكون مطيع وتصبر غالب ما عندهمش souffrer en silence. C'est ça le rôle de la majeure partie des députés. Quand ils arrivent en haut, ils viennent nous dire il ne faut pas déranger les gens du haut parce que, écoutez, souffrez ou ما تبهدلوناش avec l'étranger. Si vous êtes malade, معليش تموت تروح الجنة. Si vous n'avez pas de quoi manger, ما تبهدلوناش مع les étrangers. C'est-à-dire le rôle, ils deviennent des députés du pouvoir chez le peuple. Ce n'est pas des députés du peuple. Chez le pouvoir, c'est pour ça qu'il y a des intérêts. Maintenant, pourquoi il n'y a pas cette conférence de presse? Ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, ils essayent de gonfler, mais ils ne vont pas savoir le faire parce qu'il y a plusieurs candidats à qui donner et à qui prendre des voix de gens qui n'ont pas voté. Non, eux, ce qui les intéresse maintenant, Salah Debbouz, c'est de faire monter le taux de participation. Ils s'en fichent. Mais oui, je sais, si vous faites monter le taux de participation, il faut remplir les urnes. Mais si vous allez remplir les urnes, vous allez donner à qui, au profit de qui? Parce que ce sont la majeure partie, alors la majeure partie des gens qui sont allés se porter candidats, c'est-à-dire le pouvoir de ce côté-là, il est tranquille, se sont tous hackés pour le pouvoir. Mais à qui donner et qui Très bien, on va voir tout ça, Salah Debbouz. Alors, d'abord, nous allons voir. Vous voulez dire quelque chose, Mohamed? La question de l'abstention, du boycott, etc., c'est d'abord de se déterminer par rapport au cadre en lui-même. Si on accepte le cadre, là, on se pose la question de participer, de ne pas participer, de boycotter, etc. Mais si on refuse le cadre en lui-même, si le cadre lui-même ne nous convient pas, on se situe en dehors du cadre. Donc la question du boycott, ça ne se pose plus. On n'est plus dans le même référentiel. Et je pense que les Algériens, dans leur majorité, ils sont sortis du cadre du système. C'est-à-dire que février 2019 a montré, et il a donné cette conscience aux Algériens, c'est de sortir de ce cadre. Donc la question ne se pose pas celle du boycott ou de l'abstention. Alors, nous allons voir
pour relever la contradiction, justement, les résultats tels que les premiers résultats donnés, et puis nous allons suivre une séquence de l'ENTV, la télévision du régime, qui était en train de nous annoncer une participation record et tout. Nous allons voir. Allons-y. لا بأس أن نذكر بعدد الهيئة الناخبة 23 مليون و872 ألف و756 ناخبة. عدد المصوتين 4 ملايين و962 ألف و433 يشكل نسبة 20.79%. ثم يليه خارج الوطن عدد المسجلين في البطاقية هو 854,285. عدد المصوتين 91,170. نسبة المشاركة 10.67%. بداية وبعد نجاح الحدث الوطني الذي عرفته الجزائر من حيث الإقبال الواسع لمختلف فئات المجتمع الجزائري للمشاركة في تشريعيات 2 جويليا، والذي أبان عن مستوى الوعي لدى المواطن الجزائري داخل وخارج الوطن بضرورة المساهمة في بناء مؤسسات الدولة ضمن مبدأ الديمقراطية التشاركية. A few moments later. Incroyable, hein. Allez-y. Juste pour revenir à la différence, je ne sais pas, il y a une sémantique, parce que apparemment, cher Jameddine, vous insistez sur le mot abstentionnisme, ou abstention ou boycott. Pour moi, je me permets de donner mon avis personnel. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est un boycott parfaitement réussi, magistral, incroyablement consensuel, et qui a brassé toutes les opinions, tous les ancrages, toutes les visions politiques en un seul geste, mais un geste qui peut-être va faire tomber tout ça. Je me montre peut-être un peu trop optimiste, mais quelque chose me dit que plus jamais ce ne sera comme avant. Mais je vous laisse. Oui, poursuivre. absolument. Je suis tout à fait. J'abondais dans le même sens que vous. C'est vraiment un boycott. Hein, c'est-à-dire c'est refuser. C'est refuser cette mascarade. Mais pas refuser pour refuser, c'est parce que il y a quelque chose qu'on devrait remplacer, une idée qui a germé et qui émane du Hirak, c'est-à-dire nous refusons, quand on dit nous, c'est le peuple dans sa majorité, bon, j'ai pas fait des sondages non plus, donc dans sa majorité refuse cette mascarade, refuse cet ordre politique qui lui est imposé depuis 2019. C'est que le Hirak était une occasion, une chance aussi bien pour le peuple et pour les autorités, pour le pouvoir. Malheureusement, le pouvoir n'a pas saisi cette occasion et du coup, moi j'ai peur des dégâts plus tard parce que on risque de s'enliser et d'avancer vers des. Ça pourrait donner une suite qui ne serait pas souhaitable, une aventure, un coup d'État. Des troubles. Oui, oui, absolument. En fait, voilà, nous sommes je pense que le peuple algérien et le Hirak, par la définition de la constitution de son combat, c'est Selmiya, mais j'ai l'impression que le pouvoir, il est en train de pousser le peuple à bout et de mentir, de créer des scénarios ubuesques, de faire vendre un concept qui a été toujours refusé. Pourquoi faire des élections alors que il est où ce dialogue inclusif dont nous a parlé M. Tebboune, le Memdouda, le Mchem, la main tendue, le dialogue inclusif, transparent. Et c'est ça dont on a besoin réellement. Est-ce que réellement on a besoin d'un renouvellement d'une assemblée nationale? Non, ce sont les réformes. Les réformes, je ne sais pas si je suis d'accord avec Mohamed. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Je suis partisan d'une rupture, même si elle n'est pas radicale.
même si elle n'est pas radicale. Napoléon disait, il y a ceux qui font la révolution, il y a ceux qu'après qui sont amenés à porter le destin du pays sur les épaules. Donc, parce qu'on fait de la politique, on essaie de comprendre. Le pays, il est dans une phase très, très difficile, très compliquée, il est sur un cratère. Maintenant, que cherche-t-il le régime? Qu'est-ce qu'il veut faire de ce pays et de ce peuple? Et c'est ça la question. Est-ce qu'une rupture radicale pour nous, ou est-ce qu'une rupture, je veux dire, progressive. Moi, voilà, pour finir, Jamel Gueye. Moi, voilà, en tant que citoyen, un appel aux autorités. Prenez votre temps, mais revenez vers le peuple, mais avec des décisions qui sont réalistes. C'est la restitution de la souveraineté et l'ouverture des champs médiatiques. Alors, Mohamed va vous répondre, mais j'aimerais que nous puissions faire des interventions plus courtes pour pouvoir aborder le maximum de sujets. Il y a beaucoup de questions. Je pense qu'il y a une vigilance à avoir. La situation ne doit pas discréditer la démocratie et ses instruments. On ne peut pas préconiser des solutions ou avoir des appréciations qui disqualifient la notion de démocratie, d'assemblée représentative, de suffrage universel, etc. Toutes les solutions pour sortir le pays du marasme où il est doivent être construites sur les principes démocratiques, sur la perspective d'une institutionnalisation de la vie politique nationale. Ça, c'est une vigilance de tous les instants. C'est-à-dire que ce que nous connaissons en Algérie, ça n'a rien à voir avec une pratique politique saine, ça n'a rien à voir avec des institutions, ça n'a rien à voir avec des élections. Ça, mais pour casser tout ça, Mohamed, non, vous êtes en train de dire tout simplement qu'il faut s'attacher aux principes démocratiques. Ça veut dire qu'on doit revendiquer. Aujourd'hui, oui, on doit revendiquer une véritable assemblée. On doit revendiquer de véritables élections. Par comment? Par quelle action? Par quelle... Alors, d'abord, le premier élément, je l'ai dit à plusieurs reprises, le premier élément, c'est d'avoir une compréhension réelle de la situation, une compréhension juste de la... Lorsqu'on parle de république, il n'y a pas de république. Oui. Lorsqu'on parle d'un État démocratique, il n'y a pas d'État démocratique. Si on ne comprend pas ces deux éléments-là comme préalable, on ne peut rien produire. On entend tout le monde dire oui, la démocratie, oui, les élections. Il n'y a pas d'élection à Bedrabé. On fabrique. Ce à quoi on est en train d'assister, c'est que le système de pouvoir aujourd'hui est incapable de reproduire la capacité qu'il avait avant à produire des résultats électoraux. Avant, ils avaient une cohérence, une maîtrise de l'appareil bureaucratique pour fabriquer des résultats. L'IOM, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont la maîtrise que sur deux appareils. Il leur reste deux appareils et ils ne sont pas suffisants pour produire des résultats électoraux. L'armée et... Non, la police et les juges. Oui. Les appareils sécuritaires et les juges. Oui. Tout le reste, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu graduellement par les divisions qu'il y a au sein du système, par la dynamique du Hirak, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus la même emprise sur les administrations. L'administration n'est plus totalement sous le contrôle des centres. Alors, je reviendrai à vous dans un moment pour vous poser, une question claire sur ce que vous êtes en train de proposer, de préconiser. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, mais pas théoriquement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire vraiment? Oui. Lies, très vite. Tout d'abord, au fait, il faut pas. Au fait, quand on veut faire, on essaye d'analyser. Le concept de la physique, c'est le système uniforme. Quand vous avez une charge sur le point A, il faut que ça soit une contre-force sur le point B pour équilibrer, pour avoir une analyse. Il n'y a pas que le système, il n'y a pas que le régime qui est responsable de cette situation. Le régime, il est dans sa logique de répressive, dans sa logique de confiscation du pouvoir, dans sa logique de restriction de tous les espaces, peu importe. Il est incolore, inodore, ni couleur, ni odeur. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il garde, c'est le pouvoir. Et je reviendrai à vous pour vous demander de nous expliquer ce que vous êtes en train de dire de façon pratique. Donc, rappelez-vous. Ok, d'accord. Okay. Salah Dabouz, qu'est-ce que vous pensez donc de tout ça, surtout de cette notion de boycott? Moi, je me sens un peu déstabilisé, désamorcé, j'allais dire, oui, franchement, lorsque j'entends dire que c'est de l'abstentionnisme, c'est dû à un
mal-être, c'est dû à l'incompréhension générale, à la mal-vie, à la saturation. Les gens ne veulent plus entendre parler de politique ou de politique ou de. Moi, ça me semble un peu. C'est un peu comme si on déniait un peuple la seule valeur qu'il a pu avoir depuis longtemps, depuis le Hirak en 2019, de sortir de ce coma dans lequel il a été plongé et de prendre son destin en main de façon forte, une sorte de révolution passive, une sorte de révolution tranquille, par le Hirak, par le boycott, par la désobéissance civile. Je vous laisse, Salah Debbouz, nous dire ce que vous pensez. Moi, je vais dire ce que je pense. Je ne Oui, vais pas évidemment. dire ce que j'aimerais qu'il. Ce que je pense réellement, c'est qu'il y a un désintérêt. Le peuple en a marre. Et puis, il y a un problème profond. C'est un problème de confiance. On ne peut pas demander au régime qui est responsable de tous les malheurs de l'Algérie s'il vous plaît, réorganiser la chose et offrez-nous. Rien n'est offert. Moi, personnellement, je suis frustré. J'aimerais que tous les gens qui dirigent le pays soient jugés et condamnés pour les crimes qu'ils commettent parce qu'il s'agit d'un peuple, d'une nation qui est en train de sombrer dans l'indifférence et dans l'ignorance. Je rencontre des gens qui prennent les bateaux, l'île Hagoullahna en Europe, ils sont complètement déboussolés, ils sont complètement perdus, ils n'ont même pas de sens de valeur. Vous rendez compte, ils ne comprennent même pas ce que c'est que la valeur de quelque chose. C'est-à-dire, s'il vole par exemple et qu'il se fait attraper et qu'on le juge, devant le juge, je vois des délinquants de diverses nationalités, ils savent qu'ils ont commis un délit, ils sont conscients que c'est interdit par la loi, ils essayent de se justifier, de dire que non, c'était pas moi. Mais quand je vois certains délinquants algériens, ils pensent que c'est leur droit. Ils disent au juge, j'ai pris ça, c'est mon droit. Il n'est même pas conscient de la valeur du système de valeurs. Alors, vous avez une grande partie de la société qui sombre dans cette inconscience et insouciance. C'est ça le problème. Maintenant, Tebboune dit, on va acheter la paix sociale, et beaucoup de gens sont d'accord pour ça. Après les chômage, après les n'importe quoi, je me tais. Je souffre moins, d'accord. Je suis meilleur que celui qui souffre encore plus. On se compare au pire. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez même des dirigeants qui disent ça, qui disent concrètement aux Algériens, comparez-vous au pire, il ne faut pas vous comparer au meilleur. Et quand vous vous comparez au pire, vous dites que je suis meilleur, celui qui est dans le coma est meilleur que celui qui est déjà mort. Vous avez un problème profond, c'est un problème de confiance, il y a une rupture totale. Et vous avez un autre problème, c'est que les dirigeants, ils sont de mauvaise foi. Ils savent très bien qu'il faut tenir ce peuple par la force et par la répression et par la fraude et par toutes ces mauvaises manipulations et mauvaises... Alors Salah Debbouz, vous aussi, vous venez de soulever un problème d'importance sur ce côté social, ce côté civilisationnel, j'allais dire existentiel de la société, cette déshumanisation de la société algérienne par la corruption de masse, par le khfazisme, par chacun pour soi, Dieu pour tous, par l'utilisation de l'hypocrisie religieuse un peu pour tapisser tout ça. Je reviendrai à vous pour vous demander de nous en dire plus sur ce que vous pensez de cet aspect des choses et sur lequel repose toute la problématique en fait, puisque nous pouvons parler aujourd'hui d'un peuple plongé dans une sorte de coma politique. Je reviens à vous dans un petit moment. Alors, d'abord, Mohand, comment aller vers cette réappropriation, ce que vous semblez suggérer, par le peuple de son propre destin?
à travers des événements tels que ceux que nous vivons aujourd'hui, à travers une situation tellement catastrophique qu'on ne sait plus par quel bout la prendre. Alors, vous sembliez suggérer une sorte de prise en main de cette situation par des forces, par des initiatives. D'abord, il faudrait beaucoup de sérieux dans le débat public. Si je reprends Mais il n'y en a pas. Si, il y a un débat public. Si je reprends juste la phase qui a précédé les élections, il y a eu une proposition intéressante qui a été faite par Nourdine Boukrouh, qui me semblait correspondre à un possible compromis qui aurait pu regrouper un grand aéropage, un espace assez large. Et les gens n'ont pas donné d'importance. Parce que donc c'était une parole, c'est tout. Il y a en ce moment une initiative lancée par Tabo et des amis à lui. Lui, il se défend que ce soit la sienne. Il dit que c'est un travail collectif. Il faudrait qu'il y ait un débat public. Il faudrait qu'on donne de la valeur à nos paroles et qu'on s'écoute et qu'on essaye de comprendre ce que tout un chacun essaye d'apporter. J'ai souvent fait référence à la déclaration du 20 août de l'année passée, du 19 août 2025, qui était une tentative d'aller dans ce sens. Mais malheureusement, elle a été traitée comme c'est un texte, je le signe et c'est tout. L'action politique, elle est simple. L'action politique, elle n'est pas compliquée. L'action politique, c'est la compréhension d'un État présent, d'un État qui existe, l'identification des forces qui sont présentes, et un accord sur des objectifs et des moyens pour les atteindre. Mohamed, vous êtes en train de dessiner une grosse machine qui pourrait se mettre en marche. La machine n'existe pas. Elle existe. Il n'y a ni société civile, ni parti politique. Oui, je reviens à vous. Ni parti politique. Elle existe. Rien. Elle existe. Ni élite. Elle existe. Non, parce qu'on a une classe politique qui fait écran. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'ils rendent des comptes. Les gens qui ont été aux élections et les gens qui seront dans l'Assemblée, il faudrait qu'ils rendent des comptes. Ils font écran. Parce que ce sont eux qui empêchent de voir le paysage politique. Non, il faut écran par rapport au niveau de conscience de la société. Le niveau de conscience de la société, on l'a vu في الحراك. Ce qu'on a vu في الحراك, c'était extraordinaire. Absolument. Et pourquoi ça ne se concrétise pas? Pourquoi les partis politiques, les groupes d'initiative et tout ça ne captent pas ce potentiel? C'est parce qu'il y a un décalage. Parce que le pouvoir fait barrage. Non. Le pouvoir sait que si ce que vous êtes en train de dire se produit, ce serait sa fin. Jamal, le pouvoir, c'est pire. Oui. Le pouvoir, c'est pire. Le pouvoir, avant, il déjouait la prise de conscience de la société. Le pouvoir, c'est un pouvoir de barbeau. C'est un pouvoir, j'ai utilisé la brutalité politique. J'ai utilisé le mot plusieurs fois, c'est la génération Boumarafi. C'est qui est au commandement aujourd'hui. C'est des bigots. C'est des bigots, c'est des comment dire, c'est des rosés. Il y a une régression phénoménale au niveau du pouvoir. Il y a une régression phénoménale. Nous n'avons plus en face de nous le pouvoir de Mohamed Saleh Hiyawi ou Ahmed Daghri. On n'a plus ce pouvoir en face de nous. On n'a même pas le pouvoir de DAF. Mais vous ne nous avez toujours pas dit comment actionner cette dynamique. Cette dynamique, elle s'actionne par le sérieux dans la parole publique, par l'effort. Je l'ai dit plusieurs fois, on est dans l'idéologie. Ce que chacun, il vient servir son schéma idéologique. Mon schéma idéologique, il me concerne. Le paradigme idéologique qui me permet de comprendre le réel, de l'interpréter, il me concerne. Ce que je dois offrir, ce que je dois présenter, c'est un programme politique. Un plan hors sec. C'est un programme politique. Un programme, ça veut dire que c'est des questions qui se posent, des solutions que je propose, des moyens que j'identifie et des acteurs qui peuvent agir et vous seriez prêt à aller dans des initiatives qui ne viendraient pas de votre propre champ politique? La question, c'est le programme. La question, c'est le programme. Oui. Moi, par exemple, quelqu'un qui me dit qu'il y a une république, je ne peux pas le prendre au sérieux. Absolument, je ne peux pas le prendre au sérieux. Ou quelqu'un qui vous dit nous allons construire une deuxième république. Je ne peux pas le prendre au sérieux. Je parle de quoi? Je parle d'état néopatrimonial. C'est un concept essentiel pour comprendre la situation. Ça veut dire qu'on n'a pas d'institution. Ça veut dire que le projet de la Soumane, qui était un problème d'institutionnalisation des rapports politiques et du projet algérien,
Ce projet-là est mort durant la guerre d'indépendance. Absolument. Ce qui a existé par la suite, c'est un État néopatrimonial. Comment il s'appelle Wassini L'Aouj a utilisé un mot. L'Arj, l'écrivain, vous. L'écrivain. Oui. L'Aouj ou l'Arj? Parce L'Arj. que entre lui et sa femme, c'est Zine Blaouj. Wassini L'Aouj a utilisé l'Arj. Si c'est l'écrivain, hein, que je connais, moi. Non, c'est l'écrivain, parce que Zeynep, c'est l'Aouj. D'accord. C'est son épouse. D'accord. C'est son épouse. Il a utilisé un concept sur une petite période, c'était en 2012-2013, au moment du printemps arabe. Il disait la Djoumloukia. Oui, la Djoumloukia. Voilà. Oui. Et je trouve une sorte de comment on dit, démocrature. La démocrature. Voilà. D'accord. Et je trouve que c'est assez fort. D'abord, on doit avoir un diagnostic qui est commun. Un, on n'a pas d'État républicain. Deux, on n'a pas une classe politique à la hauteur. Donc, il faudrait qu'on refonde nos approches. Elle a été désamorcée pour ne pas gêner le pouvoir. Non, quel que soit X. Parce que s'il y avait une véritable classe intellectuelle, des élites. Oui. Jamal, je vous l'ai dit, notre problème a commencé en 89. Notre problème a commencé en 89. On a eu une pseudo-ouverture qui n'en était pas octroyée, qui était minée dès le départ. Oui, donc ça donne le niveau. Ça donne le niveau. Et je reviens à vous pour faire tourner le micro. Vous pourrez poursuivre sur le même, qui est très intéressant. Lias Jibaili, donc le régime n'est pas seul à devoir assumer la catastrophe, vous le dites. Il y a d'autres acteurs qui, même s'ils ne sont pas visibles, n'en sont pas moins présents. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Tout à fait. Moi, j'ai lu un peu sur deux pays. Un pays en Europe qui s'appelle le Portugal et un pays qui est en Amérique du Sud, c'est l'Uruguay. L'Argentine, ce n'est pas un cas concret. Je voulais savoir comment le peuple a restitué sa souveraineté, sachant que le Portugal, la révolution des œillets, c'était une révolution qui est très dure, mais quand même. Mais sachant que le Portugal était entouré... Pourquoi ça a été une révolution très dure? Elle n'a pas été très dure. Il y a quasiment eu très peu de sang versé. Oui, très peu de sang, mais dans le sens où le rapport de force... Mais ça a été radical. Oui, ça a été radical, mis fin à une dictature absolument. Sanguinaire, donc, féroce. Il y avait un coup d'État des officiers. Oui. Un coup d'État, ce qu'on appelle des officiers libres. Oui. Donc, ils ont fait un coup d'État, ils ont restitué, donc ils ont récupéré le pouvoir, ils l'ont restitué. D'officiers subalternes. Subalternes, absolument, tout à fait. Au mois de mars 2019, il y avait un espoir. Si on avait vraiment une armée populaire, comme elle s'appelle, il y avait un espoir que ça se passe comme ça. Que ça se passe comme ça. Une révolution des œillets en Algérie. Oui, ça m'étonne. Je suis plutôt dubitatif. Absolument. Mais je vous laisse. Mais sachant que le Portugal, il part avec un avantage affirmé, c'est que lui, il est frontalier avec la France et l'Espagne. Je pense que la dictature portugaise à cette époque-là, elle n'avait pas intérêt à proposer autre chose que laisser récupérer je veux dire, la démocratie. Idem pour l'Espagne aussi, de Franco. Quand on prend un pays comme l'Uruguay, la même chose, c'est des officiers libres qui ont récupéré le pouvoir, l'armée uruguayenne, et l'a restitué ce qu'on appelle... L'Espagne, c'est Franco lui-même qui a restitué. Hein. Oui, tout à fait. Par le billet, pas vraiment, mais bon, après, on va pas... Absolument, tout à fait. Maintenant, on essaie de savoir que se passe-t-il dans notre pays. Pourquoi on n'arrive pas? Est-ce que le Hirak est un échec ou pas? Ce n'est pas un échec. Je rassure tout le monde, ce n'est pas... En tout cas, c'est une idée qui est là. Peut-être une action qui n'a pas abouti, mais elle peut revenir à tout moment sous d'autres appellations. Maintenant, comment résoudre cette équation? Parce qu'on est dans une équation multidimensionnelle très, très complexe. Le système politique en algérien, c'est pas qu'il est opaque, on ne sait pas qui gère. Il y a 4-5 clans ou 2 clans, qui gèrent. Est-ce que M. Tebboune, est-ce que les services secrets, est-ce que l'armée, on ne sait pas qui gère réellement. Arrêtons de fantasmer, de dire peut-être c'est les services, peut-être une autre force obscure au sein du régime qui gère. Maintenant, qu'est-ce qu'on propose réellement? Qu'est-ce qu'on propose? Le Hirak, il est là. Mais à chaque fois, nous, on s'accroche au Hirak. Le Hirak, c'était une idée. Le Hirak, il nous a donné ce qu'on appelle, il nous a outillés de réfléchir et d'inventer un autre concept. Il faut rester dans la créativité. Est-ce que la solution devrait venir impérativement par les partis traditionnels?
Oui et non. Les partis traditionnels, اسمح لي, ils sont arrivés à bout de souffle. À bout de souffle, il faut le dire. Hier, j'étais sur le plateau avec Fethi Ras, peut-être que je sois d'accord avec lui ou qu'il soit d'accord avec moi. Il faut réinventer la politique autrement. Peut-être passer par des autres entités, des indépendantes ou faire ou faire ce qu'on appelle des alliances entre nous. Maintenant, est-ce que maintenant on nous dit qu'il y a des islamistes, il y a des conservateurs, il y a des laïcs, et ainsi ceci. La composition, la sociologie, elle est comme ça. Moi, j'ai voyagé en Algérie. Mon père était fonctionnaire. Donc, je connais un petit peu, on va dire, la composition sociologique de notre pays. Le peuple algérien, il n'est pas entièrement laïque, et le peuple algérien n'est pas tellement islamiste. Et le peuple algérien, peut-être, il est là sur il y a des bases il est un peu conservateur. Maintenant, comment on peut être d'accord sur un programme? Eh ben, moi, je le dis, je le redis, et je rassure mon ami Mohamed, il faut que tout le monde se retrouve, sur des principes démocratiques. C'est-à-dire, il faut qu'on soit d'accord. Personne peut céder, peut faire des concessions, sauf excepté sur des trucs démocratiques, parce qu'on ne veut pas remplacer un pouvoir par un autre. Mais je dis, oui. Mais la faillite, ça vient aussi des partis d'opposition. Même pas un communiqué commun. On y arrive. Alors, Lies, au début de votre intervention, vous avez parlé de la révolution des œillets, de ce qui s'est passé en Espagne, une sorte de restitution du pouvoir par les militaires, de façon volontaire ou non, oui, au peuple. Oui, tout à fait, il peut y avoir. Je reviens à vous tout à l'heure pour vous demander de nous donner plus. Est-ce que c'est un appel du pied aux jeunes officiers algériens? Moi, je dis les choses comme elles sont, comme je les comprends. Moi, j'ai toujours... Si vous me non, mais je vous donnerai la parole. D'accord. Est-ce que c'est un appel du pied à l'armée algérienne de prendre ses responsabilités? Oui. Et je vous signale que c'est un appel à coup d'État. Même si l'État, en fait, n'est pas un État, si lui-même est usurpé et qu'il n'existe que par un coup d'État permanent. Donc c'est un appel à réintégration de l'État. Non, moi je lui fais endosser ses responsabilités. Salah Dabouz, avant de vous donner la parole, nous allons voir d'abord une vidéo où nous allons voir des partis politiques donner des chiffres, des avis, nous allons les écouter. وبهذه المناسبة أيضا ندعو كل المواطنين والمواطنات للذهاب بقوة والمشاركة في هذه الاستحقاقات واختيار مرشحيهم بكل ديمقراطية وشفافية. نشوفوا أننا أمام مرحلة مفصلية في تاريخ الجزائر المعاصرة. نسأل الله عز وجل أن تكون هذه الانتخابات فرصة للوطن من أجل الاستقرار ومن أجل الاستمرار في الصعود. نسهم اليوم في حركة البناء الوطني للانتخاب في الانتخابات البرلمانية، لأننا نعتبر بأننا البرلمان هو جزء من مؤسسات الدولة الجزائرية. وكذلك نحن اليوم سعداء حقيقة أننا نشارك ونؤدي الواجب الانتخابي تاعنا، أولا لصالح الجزائر، ثانيا لصالح الشعب الجزائري. يعني كل الظروف متاحة من أجل ممارسة الحق الانتخابي والحق السياسي بصفة عامة. Salah Dabouz, je m'excuse auprès de mes amis de vous avoir imposé ce défilé. Vous avez entendu Monsieur Bouden qui vous parle comme ça en vous regardant dans le blanc des yeux. Bikoul démocratia. Mais bon, Salah Dabouz, je vous laisse nous expliquer ce que vous disiez tout à l'heure au sujet d'une société algérienne qui est réellement des problèmes. Les gens comme moi, qui ont mon âge, savent ce qu'a subi cette société depuis que moi j'étais enfant, qui était une toute autre société, et celle d'aujourd'hui qui a été pervertie, corrompue en profondeur, dans le sens du fruit qui est corrompu par un ver qui rentre en son sein et qui le pollue, qui l'infecte. C'est très intéressant. J'aimerais que vous nous disiez plus sur cet aspect des choses pour voir ce qu'on doit faire
pour pouvoir revenir à nos valeurs ou à d'autres valeurs ou à des valeurs universelles ou voir comment on pourrait rebâtir ou bâtir de nouveau, parce que ça n'a jamais été bâti depuis l'indépendance, une vraie nation qui repose sur de vrais principes et qui a une vraie vision sur demain. Salah Debbouz. Alors, ce que je retiens de cette introduction que tu viens de faire pour me donner la parole, c'est les valeurs universelles. Et je vais donner une image. Ces jours-ci, on est en train de voir la Coupe du Monde de football. Le football, c'est un jeu qui a des règles universelles. Il y a un système d'arbitrage qui est indépendant des deux équipes. Il y a des règles et des lois du football. Après, vous avez des équipes, chaque équipe, elle peut choisir un style de jeu qui lui convient et puis changer de tactique. Alors, un État de droit, il faut que ça soit un État qui consacre la séparation des pouvoirs, les arbitres qui doivent être indépendants, c'est la justice, les spectateurs et le VAR, la VAR, c'est à peu près les médias, etc. Et donc, on doit accepter un système de séparation des pouvoirs tel qu'il a été installé dans les pays qui ont souffert pour arriver à imaginer ces solutions, à les installer. On parle de république et de royauté. C'est comme si c'est la république ou le royaume qui est la solution. Quand on parle de république, on regarde la France ou les États-Unis. Quand on parle de royauté, on regarde le tiers-monde. Mais la Belgique, c'est une royauté. L'Angleterre, c'est une royauté. L'Espagne, c'est une royauté. Le problème n'est pas dans la forme de l'État, mais dans son fondement. Il faut qu'il y ait une structure de l'État qui consacre réellement une séparation et un équilibre des pouvoirs, mais aussi des valeurs de laïcité. Par exemple, on n'est plus dans le temps où on prend des textes de loi, de la charia par exemple, pour les imposer aujourd'hui. Dans la charia, l'islam, c'est une religion qu'on doit respecter, il y a beaucoup de valeurs, etc. Mais il y a une législation dans la charia islamique qui ne convient pas aujourd'hui. Une grande partie est suspendue, l'esclavage, le fait de couper les mains, etc., parce que l'ONU ne permet plus ça, mais il y a une grande partie encore qui n'est pas suspendue, qui est toujours d'application et qui ne convient pas au temps moderne. Donc il faudrait se mettre une fois pour toutes sur un modèle d'État moderne, bien structuré, avec des valeurs universelles. Ensuite, les programmes politiques et les idéologies, c'est les tactiques de jeu. C'est-à-dire, vous pouvez maintenant, ce qu'on appelle les idéologies, ce sont des idées qui empêchent la structuration d'un État moderne à la base. C'est-à-dire, on n'est pas encore dans le fait de dire, écoutez, la démocratie, toi tu es islamiste, toi tu es laïque, on va s'entendre. Il faut d'abord structurer l'État. Structurer l'État sur des valeurs modernes, telles qu'elles sont appliquées dans les pays qui ont moins de problèmes sociétals et de gouvernance. C'est pas l'idéal, mais c'est le mieux qui existe maintenant. Si on s'entend sur ça, après, tu t'appelles, il y a des partis qui s'appellent chrétiens ici ou là, on a le mal ou là. Mais c'est des partis qui respectent l'État laïque, tel qu'en Turquie, par exemple, qui est gouverné par des frères musulmans, mais c'est un pays laïque qui respecte les libertés où la justice est beaucoup plus indépendante que dans les pays qui sont encore dans le système tribal. J'insiste sur ça. L'Algérie, ce n'est pas une république. C'est une royauté et le roi est à chaque fois choisi au tirage au sort et la famille royale, c'est la famille révolutionnaire. C'est tous la Tunisie, la même chose. Le Maroc, au moins, il a l'avantage de dire, enfin, c'est pas l'avantage, il a le courage d'assumer la royauté. Mais comment arriver, Salah Debbouz, comment arriver à lancer une telle alternative? Ça veut dire sortir des rails sur lesquels nous sommes aujourd'hui pour aller dans une autre direction,
remettre cette société sur pied. C'est une société qui hurle de douleur. C'est une société profondément malade, qui a été infectée, dont la plupart aujourd'hui des Algériens, ce n'est pas une exagération de le dire, ne rêvent que de pouvoir s'exiler à tout prix. Alors, pour remettre les choses dans l'ordre, retrouver la sérénité, retrouver l'amour de la patrie, un vrai amour, pas celui de la propagande, de Flora ou 54, 54 points dans le programme de Tebboune. Comment faire pour reprendre la main sur notre destin ensemble, tous ensemble, chacun dans son ancrage, chacun dans sa sensibilité, mais avec une seule vision, celle d'une Algérie de demain qui sera fraternelle, égale pour tous, où les droits de chacun sont respectés, où plus personne ne va mettre un bidon de zit de vidange sur des rochers parce qu'il y a des couples qui s'y assoient. Donc j'aimerais que vous nous disiez comment vous envisagez vraiment ce renouveau social, sociétal, sociopolitique, j'allais dire civilisationnel. Il faut un mouvement populaire déterminé. La faute, l'erreur, la plus grande erreur du Hirak, c'est qu'il était très, très clément et très gentil. C'est-à-dire, on sort le vendredi, jour de repos, on chante notre désarroi et on laisse le pouvoir tranquille pendant toute la semaine. Et on le fait tous les vendredis et on comptabilise. Vendredi 20, vendredi 50, vendredi 100, etc. Ça, moi, je pense que c'est mauvais parce qu'il fallait une désobéissance civile. Vous savez, je vais donner une petite image. Il y a une blague qu'on raconte. Quelqu'un est rentré dans une chambre, il a trouvé quelqu'un qui a mis une corde à ses pieds, qu'il a accroché au plafond, il s'est croisé les bras, il sifflait. Ils lui disent pourquoi tu fais ça? Il a dit je veux me pendre. Mais ils lui ont dit pour te pendre, il faut pas mettre la corde au pied, il faut la mettre ici au coude. Il a dit je peux pas respirer. Le Hirak c'est comme ça. Il veut faire quelque chose, mais il veut pas déranger le pouvoir. Laisse-moi là. Nous vendredi, je m'en fais partie du Hirak. Je suis pas en train de dévaloriser ce mouvement, mais je suis en train de faire le constat qu'on a été trop gentil avec ce pouvoir, qu'on affectionne un petit peu. C'est notre bourreau qu'on aime bien. Alors moi, je pense qu'il faut être déterminé. Il faut une désobéissance civile. Il faut pas l'arrêter. Il faut exiger un changement radical, mais il faut aussi être d'accord sur l'installation d'un régime politique universel, moderne, avec un minimum de valeurs qui sont appliquées dans les meilleurs pays qui sont à l'avance sur ce plan-là. Et il faut l'assumer. Ensuite, commencer à construire. Parce que c'est clair, Salah Dabbous. Je me permets de vous interrompre, mais je reviens à vous. Salah Dabbous, je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Alors, nous allons voir une petite vidéo et puis nous revenons à ce que nous disions. Énormément de bulletins nuls. Et ça veut dire même ceux qui ont voté, la plupart, ils ont voté parce qu'ils avaient peur de ne pas voter, ou ils ont été contraints peut-être. C'est un acte de protestation. Voilà. C'est un acte de protestation. Absolument. Le bulletin nul, c'est un acte de protestation. C'est un acte de protestation. Ça veut dire que c'est des gens qui étaient obligés de voter et qui se vengent à leur façon. Probablement des militaires, et puisqu'il y a eu beaucoup de militaires qui ont été montrés en train de voter. Alors, justement, il paraît que les militaires, qu'on oblige à montrer leur carte à voter, leurs doigts, mais qui font le tour de plusieurs bureaux de vote pour montrer des gens en train de... Oui, les images fabriquées par le Voilà. Mais il paraît que comment ils se sont vengés, les militaires, en votant nul, moulrette. Ouais, alors,
c'est le dernier tour de micro. Et j'aimerais, parce que ce que vous nous avez apporté l'un et l'autre, et ça a l'air de Bouz, c'est très intéressant. Chacun de vos sujets... Moi, je partirais de ce qu'a dit Salah. Oui, allons-y. Parce que ça me donne l'idée pour des émissions à venir. Ben ouais. Regardez. Mais je vous laisse vous exprimer. Ce qui veut dire que, d'abord, il faut qu'on voit ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voit très bien qu'il n'y a rien de possible à l'intérieur du système. Parce qu'il faut qu'on tire les leçons. Les amis qui sont engouffrés dans ce qui sont considérés être une brèche, il faudrait bien qu'ils comprennent que c'était une souricière. Que c'est un mauvais choix. Que c'est même pas un choix pour le système lui-même. Le système, il va se donner une aura, une assemblée respectable, etc. Donc je pense que les problèmes, on arrive à les cerner. La première des choses, c'est de savoir de quoi nous parlons. Quelle est notre problématique? Notre problématique, c'est la question nationale. Chacun le dit d'une certaine manière, même le régime, il le dit, etc. C'est la question nationale. Ce qui veut dire que notre question nationale n'est pas encore stabilisée, parce qu'elle n'est jamais réglée. Elle est toujours dynamique, mais elle n'est pas stabilisée. Donc, si on est d'accord que la problématique, c'est celle-là, quelle est la responsabilité de chacun? D'abord, on doit arrêter de faire écran. Si on est d'accord sur la problématique, on arrête de mettre en avant nos propres préoccupations, nos propres, comment on appelle sur le plan psychologique, quand on a des points de fixation et tout ça, je ne sais pas comment. Nos obsessions. Nos propres obsessions. Qu'on se dise quelle est la question qui se pose à la société algérienne. Si on est d'accord sur ça, chacun de nous est sommé de faire des propositions, d'émettre des idées. Le problème, Wahand, pardon de vous interrompre, oui. Le problème, c'est le régime. Non. C'est pas la peine de chercher. Le problème de l'Algérie, c'est le pouvoir, c'est la captation du pouvoir par ces gens. Moi, j'ai ma réponse. C'est la réponse que j'apporte à chaque fois, c'est celle de l'État néo-patrimonial, etc. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est nous aussi. Oui. Parce que regardez. Et vous vous rejoignez dans les deux. Dans le Hirak. Les gens, les Algériens, ils posaient les problèmes, les perspectives d'avenir. الجمهورية ماشي مملكة يتنحاو كاع السلمية c'est des perspectives d'avenir. La classe politique, elle s'est intéressée à quoi? Elle s'est intéressée aux années 90, à solder le reliquat des années 90. On voit le décalage. La classe politique doit s'amender. C'est-à-dire qu'elle doit accepter de réfléchir sur les problématiques de la société algérienne. À partir de ce moment-là, on va être dans une dynamique où on va avoir l'émergence de partis, de vrais partis. Les partis, c'est une convergence d'énergie autour d'un programme. Et au-delà des partis... Mais encore faudrait-il arriver à produire de vrais partis avec un tel système. Non, c'est à nous de le faire. Donc il faut... Jamel, c'est à nous de le faire. De l'imposer? C'est à nous de... Bien sûr. Qu'est-ce qui nous empêche ça fait combien de temps que Mohsen Belhabbas, chaque 2-3 jours, il fait un texte sur une question d'actualité, etc. Que Karim Tabou, à chaque fois qu'il va signer à la DGSI, on s'entend, il s'exprime. Non, il s'exprime sur une question d'actualité, nationale ou internationale. C'est vrai. Ce qui veut dire qu'il ne s'exprime pas sur son cas personnel, mais il s'exprime sur des problématiques. Mais pourquoi est-ce que ces éléments-là ne font pas débat? Pourquoi est-ce qu'on Et pourquoi ils ne se multiplieraient pas? Pourquoi est-ce qu'ils se multiplieraient? À partir du moment qu'il y a des réseaux sociaux qui peuvent permettre de pallier à l'absence d'une presse. Donc il faudrait, j'utilise le mot, mais je sais qu'il peut être mal interprété, mais il faudrait qu'on soit responsable dans notre parole. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait une parole politique, pas des états d'âme, pas de... À partir de ce moment-là, il y aura une cristallisation de pôles, de différents pôles, mais il faut que chacun soit clair dans ce qu'il veut faire. Mais je vais utiliser des écrans de fumée pour avec quelque chose d'autre pour l'avenir. Il faut de la clarté. Ensuite se posera la question des alliances, donc du front. C'est des choses que nous avons perdues. Mais moi, j'entends bien ce que vous dites. C'est parfaitement logique. Mais il y a un élément clé. Comme tous les gens de gauche, dont votre ancrage
où l'art de la dialectique, vous maîtrisez, vous tracez le chemin, on voit bien où vous allez, ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose, Mohamed. Pour pouvoir faire ce que vous êtes en train de dire, il faudrait, avec nos différences, avec nos sensibilités, écorcher. Il faudrait qu'il y ait un SMIG de coexistence, un SMIG politique. Non. Vous pourriez marcher demain avec des islamistes? Non, c'est quoi un islamiste? Regardez. Non, des salafistes, pardon. Jamel, non, Jamel. Oui. Moi, je suis contre cette notion de SMIC démocratique. SMIC démocratique, c'est Saïd Saadi qui nous l'a injecté dans le débat politique. Non, pourquoi Saïd? Non, moi, je l'ai toujours pensé. Ça fait 3 décennies. Toujours pensé. Un cadre minima. Non, c'est un cadre démocratique indiscutable, non négociable. Lequel? Il n'y a pas, donc il existe. Ce que dit Salah. Donc il existe. Donc il existe. Dans votre esprit, il existe. Ce que dit Salah. Oui. Ce que dit Salah depuis un moment. Il dit il y a des règles de fonctionnement d'un État démocratique. Il y a des normes qui oui, mais sont lui, il a un ancrage civilisationnel qu'il affirme. Il dit nous voulons nous ancrer à des valeurs universelles. Il y a un islamiste qui arrive. Il y a un islamiste qui arrive. Il vous dit oui, moi aussi je suis démocrate. Ceci. Mais moi, je veux ancrer mon projet sur un fondement civilisationnel qui soit dans notre passé. Je vous ai répondu sur ça. Oui. Écoutez. Non, mais pourquoi ne pas parler de ce cadre? Pourquoi vouloir imposer le vôtre? Attendez. Il faut faire la distinction entre idéologie et politique. Oui. Idéologie, c'est mon référent, c'est votre référent, c'est ton référent, etc. D'accord. Chacun a son référent. D'accord. ما نحاسبكش على الريفérent تاعك، على المراجع تاعك، ما نحاسبكش. Mais sur le plan politique, on a des règles de fonctionnement. Et je vous ai répondu. Je vous ai dit, même moi en tant qu'athée, j'ai un référent musulman. Oui. Je viens d'une société musulmane. Je suis un athée qui vient d'une société musulmane. Ça veut dire que je charrie cette culture-là. Ça ne fait pas de moi un islamiste. Mais par contre, l'islamiste, c'est quoi? C'est sur ça qu'il faut s'entendre. L'islamiste, c'est celui qui considère que la souveraineté appartient à Dieu et à Dieu seul, et qu'elle est traduite par les ulama et pas par la amma. Ok, écoutez, je vous réponds. Non, avant que vous n'alliez plus loin, je vous réponds. Pourquoi alors dans ce cas, dans ce SMIC dont je suis en train de parler, ne pas dire la seule souveraineté est celle du peuple? Oui, elle est irrévocable. Tout simple. Il n'y a pas de souveraineté de Dieu dans la politique, il n'y a pas de souveraineté de l'idéologie. Pourquoi? Donc nous sommes d'accord. Oui, mais pourquoi vous ne l'assumez pas? Non, donc nous sommes d'accord. Ce qui veut dire que si une personne vient, elle rentre dans le cadre, elle reconnaît la souveraineté populaire, que la souveraineté appartient au peuple et au peuple seul, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Ce que je suis en train de dire, pourquoi ne pas... Mais pour arriver à ça, il va falloir que vous parliez, que vous parliez. Oui, mais regardez, il ne faut pas imposer quelque chose en l'état. Voilà notre problème. C'est qu'on s'essentialise respectivement. Oui, c'est vrai. Je vous regarde, je vais vous essentialiser dans quelque chose. Vous êtes islamiste. Oui. Donc c'est fini. Il y a un mur qui est construit. Non, je vous dis quel est votre programme. Vous allez exercer le pouvoir, comment vous l'exercez? Est-ce que vous êtes d'accord que tout ce que vous allez mettre sur la table, tout ce que vous allez mettre sur la table est discutable? Moi, vous mettez un verset de Coran sur la table, je le détruis. Pourquoi? Parce que vous l'avez mis sur la table dans le cadre politique. Vous n'allez pas me dire « Ah non, c'est sacré, c'est la parole de je ne sais pas qui, de Dieu ou d'Allah ou la... » Oui, mais ce que vous dites là pourrait s'apparenter un peu à de la provocation. C'est pas de la provocation. Parce qu'il y a des gens qui, sans être dans la politique, quand vous lui dites « Vous me ramenez un verset, je le détruis », il se sent lui attaqué dans sa foi, dans sa sensibilité. Non, il n'avait qu'à ne pas le mettre. Je vous dis, vos référents, c'est vos référents. Oui. Moi, je ne vais pas vous ramener le tome 2 de Marx ou le cahier 5 de Gramsci pour vous dire, voilà pourquoi je vous dis ça. Oui. Moi, je construis mon point de vue, je le construis avec ce que je veux. Bien sûr. Je le construis avec ce que je veux. Mais quand je viens, ce que je vous propose, il est discutable, il est critiquable. Vous pouvez me dire, ça ne vaut rien, on le jette à la poubelle. Oui, mais Mohamed, là, j'entends tout ce que vous dites. Et je comprends parfaitement. Et nous sommes amis
parce que nous discutons de ces choses-là alors que nous ne sommes pas du même bord. Oui, il n'y a pas de souci. Et moi, je ne suis pas islamiste. Oui. Mais je ne dénie pas le droit aux islamistes de pouvoir s'ancrer à un fond civilisationnel sur lequel repose toute leur culture. Je viens de vous répondre. Moi-même, je suis dans ce fond civilisationnel. Oui, mais ce que je veux dire, Mohamed, ce que je veux dire, c'est pourquoi poser le problème en polémique avant qu'il ne se pose. Pas en polémique. Pourquoi ne pas envisager Jamal, ce que je pose, c'est autre chose. Une confluence. Ce que je pose, c'est autre chose. Le Hirak, vous vous rappelez du Hirak? Non. Tout ce qui est dans le champ politique, absolument tout ce qui est dans le champ politique est discutable, critiquable et révocable. Moi, je vais vous dire une chose. Vous vous rappelez le Hirak? On se rencontrait à la place de la République à Paris. C'était plein d'islamistes. Je n'ai jamais entendu un islamiste parler de lendemain islamiste. Les seuls qui en ont parlé, qui ont mis le problème dans le chaudron, c'était double rupture. Non, mais regardez. Pour vous dire, pour apporter de la... Jamal, voilà. On a eu une expérience. On a eu une expérience dans les années 90, elle est très simple. C'est qu'on a eu un parti politique qui voulait établir un État islamique. Oui. On a eu un parti politique qui voulait établir un État islamique. Ça a fait une guerre civile. Et le problème, on n'a pas encore soldé. Mais la guerre civile, c'est pas eux qui l'ont faite. Ils étaient une partie de la guerre civile. Vous pouvez pas. La guerre civile, c'est ceux qui les ont empêché la volonté du peuple de se faire. Mais la volonté, voilà par exemple un problème. C'est comme ça, la reine. Regardez, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais voté. Je ne voterai certainement pas pour le fils. Vous savez dans quelles conditions Hitler a été porté au pouvoir. Oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que Hitler devait rester au pouvoir? Il ne devait pas rester au pouvoir. Et les gouttes qui sont rompus à l'art de la dialectique. Mais le problème, c'est celui-là. C'est vrai. Hitler est passé de façon démocratique. Nous avons besoin de définir le cadre. Et ce cadre ne peut pas être minimal, il est maximal. Voilà ce que je voulais dire. Alors, et juste, j'ajoute un truc sur la question essentielle. Parce que nous faisons écran. Je ne dis pas que nous faisons écran à la conscience populaire, nous faisons écran à l'émergence de l'alternative. Là, vous avez raison. Voilà. Moi j'aimerais qu'il y ait un vrai débat public. Donc, mais qu'il soit un débat populaire. Mais ça veut dire qu'il faut encourager. Il ne faut pas que ce soit l'apanage de pseudo-élites. Il faut de l'organisation à la base. Absolument. Le Hirak, qu'est-ce qu'il y a eu? Les différentes conférences. Les copains se réunissent entre eux, les services injectent leurs éléments, le débat est dévoyé. Non, dans chaque quartier, dans chaque ville, il faut qu'il y ait le débat. Absolument. Yassine. Yes, sur ce sujet, moi je suis curieux de savoir ce que vous entendez par les autres parties de la problématique. Très simple. Est-ce que vous pourriez nous les désigner de façon claire? Moi, je vais essayer de les désigner. Moi, je suis. Pour moi, il n'y a que le régime, avec toutes ses composantes. Moi, j'ai toujours eu. Je suis quelqu'un de libre. Je m'exprime librement. Je donne mes idées librement, que ça plaise ou pas. C'est la réalité. En tout cas, je le fais en mon âme et conscience. Revenons au régime rapidement, 2 petites secondes. Revenons au mot abstentionnisme, parce que l'abstentionnisme, c'est une défaillance citoyenne. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais dans votre sens. C'est une abstention, c'est une défaillance citoyenne quand on fait une abstention. Mais généralement, le boycott, c'est beaucoup plus... C'est responsable. C'est responsable. Deuxième point. Le régime ou les pouvoirs a toujours voulu faire du peuple algérien ce qu'on appelle des citoyens obéissants. C'est à nous de rendre, c'est à nous de faire en sorte que le peuple algérien, que les citoyens soient des électeurs souverains. Et c'est là où le mot la souveraineté revient au peuple. Ça, c'est très important. Maintenant, il faut des perspectives d'avenir. Il faut sortir de cette phase de revendication, de cette phase de contestation. Maintenant, depuis des années, on nous a pondu des déclarations, signées, non signées, endossées, non endossées. On nous a signé tout ça. On nous a pondu. Aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On a même vu des passerelles intérieures-extérieures, des communiqués, Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Pourquoi ça n'a rien donné? Parce que le monde, la transition s'impose dans un monde qui veut le travail, le sérieux, les efforts
et la loyauté pour bâtir quelque chose. On est un peuple, on est comme ça. Il y a des laïcs, il y a des conservateurs. Je dis pas islamistes parce que tout système, le religieux n'a pas d'avenir en politique. Le religieux n'aura jamais d'avenir en Algérie. C'est fini. Je pense comme vous. Le religieux est une impasse. C'est une réalité. Qu'on soit, c'est pas une raison pour les massacrer. Ah non, du tout. Non, je parle de religieux. Non, du tout. Il faut être inclusif parce que on est différent. On a notre propre sensibilité. Maintenant, si on veut avancer, c'est-à-dire changer le pouvoir, il faut qu'on se mette d'accord. On a toujours dit. Islamistes, ceci, cela. On est tous d'accord. On est capable de produire l'essentiel. C'est quoi l'essentiel? C'est le SMIC minimum. Il faut qu'on soit d'accord pour changer. Mais avant de changer, avant de pouvoir changer, il faut aussi mettre ce qu'on appelle des pales planches ou d'un préambule ou un tapis de sécurité sur les points essentiels qui vont nous guider vers établir un état de droit rapidement. Peut-être si la solution ne vient pas de cette opposition, j'ai toujours dit, il y a des opposants, mais il n'y a pas une opposition. Pourquoi? Parce que une opposition n'est pas structurée pour une raison très simple. On ne peut pas qualifier une opposition si elle n'est pas structurée. Peut-être, je dirais, moi je lance un appel aux officiers libres qui sont passés par des grandes écoles, qui ont l'amour de Habb al-Watan, qui ont l'amour pour la patrie, de faire quelque chose pour ce pays. Vous savez, de faire quelque chose pour ce pays, vous serez les premiers comptables, je veux dire, de la situation de notre pays, parce que c'est vous... Je peux te dire ce qu'ils peuvent faire. Je peux te dire ce qu'ils peuvent faire. Très vite, parce qu'il ne reste plus de temps. En un seul mot. Oui. Ils peuvent dire on rend les armes. On rend les armes, que le peuple prenne sa responsabilité. Ben, c'est très bien. Alors, je me permets de vous arrêter. Moi, juste une précision. Moi, j'entends très bien ce que vous dites. Moi, j'ai aucun problème. Mais je crois qu'il faut préciser que le côté religieux, pas toujours qu'il y a une connotation avec l'islam. L'intrusion du religieux dans la politique, dans la décision, elle peut être civilisationnelle, tout ce qu'on veut, mais elle est chrétienne, elle est musulmane, elle est juive. Pourquoi focaliser sur l'islam? Parce qu'il y a un projet d'État islamique. معلي بالحاج حتى بغدادي كاين مشروع تاع الدولة الإسلامية. Très bien. Alors, Salah Dabouz, malheureusement, nous n'avons plus que 2 minutes. Je suis désolé. Pour conclure, vous avez donc le mot de la fin, Salah Dabouz. Voilà, c'est bon, le débat est très passionnant. J'ai admiré. Je vais juste dire 3-4 phrases. Pour moi, le minimum démocratique, c'est exactement le maximum démocratique. On ne peut pas avoir un minimum si on n'a pas tout le maximum, si on n'a pas le kit complet. Les demi-mesures sont pires que les problèmes eux-mêmes. Ensuite, le religieux, on n'a pas de problème avec le. Moi, je suis avocat, j'ai défendu corps et âme des islamistes en Algérie parce qu'ils étaient persécutés et empêchés de pratiquer leur religion, et même des chrétiens aussi. Mais le problème, c'est que quand vous imposez ça dans les textes de loi de la République et ne pas permettre aux gens de les discuter pour leur dire c'est la charia, vous devez les appliquer parce que c'est comme ça. Vous ne pouvez pas manger au mois de Ramadan en Algérie, vous risquez la prison. Or, ça fait partie des libertés individuelles. C'est pas vous, même si je peux faire le Coran et j'ai pas envie. Moi, j'ai envie de trouver un restaurant ouvert et un café ouvert parce que peut-être je suis malade, peut-être je suis en voyage et peut-être j'ai pas envie de faire carême. C'est le bon Dieu qui doit me sanctionner, c'est pas le policier. Donc voilà, le problème, c'est pas la pratique de la religion, c'est d'imposer la religion dans les textes de loi et de dire aux gens ils sont indiscutables parce que c'est la parole divine. Merci. Merci mon cher ami. Merci Salah Dabouz, merci Mohamed Bakir, merci Lias Beili. Je rappelle à nos téléspectateurs que si nous avons un peu dérivé vers ces eaux-là qui ne sont pas toujours très limpides, comment il a dit Gramsci,
un monde qui se obscur. meurt. Le monde, enfin, l'ancien monde se meurt, Le nouveau le monde nouveau tarde à venir à la vie. apparaître. Et entre les deux, entre-temps, Voilà. les monstres Surgissent les monstres. Et donc, si nous avons parlé de ces sujets aujourd'hui, qui semblent ne rien avoir avec ce boycott, j'insiste, massif, qui vient de frapper de plein fouet ce régime usurpé, ce pouvoir usurpé, c'est parce que le Hirak vient de faire entendre sa voix à sa façon. Le Hirak va revenir, le Hirak est en marche et que justement, il serait bien de mettre en place ce genre de discussion entre nous, ce genre de débat, de façon apaisée, de façon claire, de peuple à peuple, de citoyen à citoyen, sans aucun frein ni bride, parce que nous avons besoin de nous parler les uns les autres pour ne plus refaire les mêmes erreurs. Merci et bonne soirée à vous.